One thing in a one. Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, vendredi 13 juin 2025, cet épisode, le numéro 2522, s'intitule « Nous ne parlons pas une langue, nous la manipulons ». Aujourd'hui, dernière partie de la rencontre avec Gilles Ciufi, professeur à la Sorbonne et spécialiste de l'histoire du français. Il a écrit le livre Paris-Babel, histoire linguistique d'une ville-monde. Et je le remercie beaucoup de m'avoir reçu dans son bureau à la Sorbonne pour cet entretien. Dans l'épisode de lundi, Gilles Ciufi a répondu à la question « Le français est-il né à Paris ?» Dans l'épisode de mercredi, nous en avons appris davantage sur les luttes d'influence au XVIIe siècle entre la cour, le palais et la ville pour savoir qui avait le meilleur français. Nous avons aussi appris que le roi Henri IV et Napoléon n'étaient pas francophones. Aujourd'hui, nous allons découvrir d'autres aspects du français. Et ça l'est évidemment aujourd'hui. Et que ça l'est aujourd'hui. D'ailleurs, vous commencez le livre comme ça. Quand on sort de chez soi, on n'entend pas forcément parler français. Absolument. Je commence comme ça parce que c'est l'expérience du quotidien d'aujourd'hui. On met le pied sur le trottoir en sortant de chez soi. La première langue qu'on entend. Alors j'ai mis l'accent sur la dynamique touristique, bien sûr, qui est ancienne à Paris. Ancienne. Et donc il y a une histoire touristique de Paris. L'enseignement aussi, au Moyen-Âge, la Sorbonne, ce lieu était un lieu absolument polyglotte. Il y avait des étudiants de l'Europe entière qui étaient répartis par nation, qui logeaient dans des collèges par nation, mais qu'on obligeait à parler latin entre eux. Donc c'était le latin, la langue de la rue étudiante, entre guillemets. Mais il y avait beaucoup d'Allemands, il y avait beaucoup d'Anglais. Alors l'histoire des Anglais à Paris, je pense que je l'ai bien raconté dans le livre à différents moments. Bon voilà, il y a tellement de ce que j'ai appelé aussi des mini-Babel, c'est-à-dire des milieux sociaux où il y a un mélange de langues. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à vous passionner autant pour la langue française ? Bon, c'est votre métier, mais comment est-ce que vous êtes tombé dedans ? J'ai fait des études de lettres d'abord, donc c'est vrai que j'ai un peu commencé par des études littéraires plutôt, ce qui est assez classique en France, parce que en France on met beaucoup l'accent sur la littérature dans l'enseignement secondaire, la discipline qu'on appelle français dans les études secondaires, c'est beaucoup l'étude de la littérature. Alors aujourd'hui, cette étude s'est un peu diversifiée, on n'est plus seulement dans le canon littéraire, mais ensuite d'abord, moi ce qui m'a frappé chez les écrivains, c'est leur sensibilité linguistique. C'est beaucoup. On parlait de Balzac tout à l'heure. Il a imité plein de parlures de son époque. Et ensuite, je me suis petit à petit dirigé vers la matière linguistique. Et si je peux avoir une sorte de petit désir sur l'enseignement secondaire en France aujourd'hui, c'est qu'il y ait plus de connaissances linguistiques. Parce que cet accent beaucoup mis sur la littérature est un peu hors sol aujourd'hui en France, je trouve. Et alors après, on se lamente sur le niveau en orthographe, etc. Oui, d'accord, mais si on donnait un peu plus aussi d'éléments linguistiques et même d'histoire de la langue dans le secondaire, ça serait bien, plutôt, me semble-t-il, que des détails de théorie littéraire ou de narratologie ou de choses qui sont intéressants, mais peut-être à un niveau supérieur. Et puis aussi la culture linguistique des autres langues. Bon, bien sûr, il y a les langues, on apprend des langues vivantes, mais je trouve que ça serait bien au collège et au lycée qu'on apprenne aussi aux élèves à toucher un petit peu de plein de langues, sans nécessairement avoir comme objectif de les parler complètement, de les maîtriser, mais savoir un peu comment fonctionne le chinois, comment fonctionne l'arabe. Aujourd'hui, ce sont deux langues très représentées en France, à Paris. Qu'est-ce qu'on sait sur ces langues ? Voilà. Donc là, j'ai essayé d'ouvrir un peu les portes du chinois et de l'arabe à Paris, par exemple. Il faudrait un petit peu plus développer cette culture dans l'enseignement.
Quand on regarde un peu votre biographie, on voit aussi que vous vous occupez du sentiment linguistique. Et je suis curieuse de savoir ce que c'est. Ah, alors, le sentiment linguistique, c'est effectivement un objet de recherche pour moi depuis quelques années. C'est la relation des locuteurs, comme on dit en jargon linguistique, disons les gens qui parlent tout simplement, avec ce qu'ils parlent. Et donc, l'un de mes principe de base, entre guillemets, dans mon travail, c'est que nous ne parlons pas vraiment une langue, je le dis aussi dans le livre ici, nous ne parlons pas une langue, nous la manipulons. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des exécutants, tout simple, d'un code linguistique qu'on va nous transmettre et qu'on va reproduire. Tous les individus changent la langue qu'ils parlent, d'une manière ou d'une autre. Et donc, le sentiment linguistique, c'est aussi ça. Comment on se positionne par rapport à son parler, le parler des autres aussi, comment on réagit au parler des autres, mais qu'est-ce qu'on va faire à ce qu'on parle et à ce qu'on écrit. Alors lorsque des grands écrivains font ça, on appelle ça style, et c'est très bien, c'est très valorisé. Mais lorsque des gens comme vous et moi, ordinaires, font ça, on va appeler ça faute. Ou on va catégoriser autrement. Mais en fait, fondamentalement, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est ce que l'individu va apporter à la langue. Et je crois ça a été montré, on ne transmet jamais à ses enfants ou aux générations suivantes la langue que nous ont transmise nos parents ou nos grands-parents, etc. Il y a des changements. Vaugelas, au XVIIe siècle, disait « Je n'écris que pour 30 ans ». Parce que dans l'espace de 30 ans, la langue va changer, il y a l'espace d'une génération. Il était conscient de ce phénomène. Et le français d'aujourd'hui, vous en pensez quoi? Alors, les auditeurs veulent apprendre le bon français, le vrai français, mais il est très vivant aussi. Oui, alors, une question que je pose dans le livre aussi, c'est est-ce qu'il existe un français ou des français? Parce qu'aujourd'hui, le français, par son histoire, a eu une histoire hors de France, et qui est très ancienne, pour ce qui est de l'actuelle Belgique et l'actuelle Suisse, par exemple, et puis aussi par la dynamique de la colonisation. Donc aujourd'hui, il y a des normes du français dans le monde, et il faut l'accepter. La norme québécoise n'est pas la norme française, etc. Mais si on reste en France, je dirais que le poids des normes a énormément joué. Il y a un linguiste qui a dit que dans les langues romanes, c'est le français où le poids des normes a le plus joué. Par ce mécanisme de la centralisation, de la standardisation, il y a eu quand même des efforts extrêmement violents parfois qui ont été faits pour éliminer les langues régionales, ce qui n'est pas le cas en Espagne, en Allemagne ou en Italie où elles ont mieux résisté. Et donc du coup il y a un manque d'habitude, de souplesse. Voilà. Et donc je voudrais aussi dire presque détendez-vous, enfin vis-à-vis du français, quoi. Voilà. On les comprendra. On les comprendra. Merci beaucoup Gilles Sioufi. Merci à vous. Et oui, détendez-vous. Pourquoi ne pas nous faire part de votre sentiment linguistique à vous, chers auditeurs du podcast? Est-ce que manipuler le français vous apporte quelque chose? De la joie, du défi, de la frustration, de la motivation? Nous avons hâte de vous lire. Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à envoyer un email à frenchday@gmail.com. L'ensemble de la transcription de cet entretien ainsi que les notes sont disponibles en vous abonnant sur onethinginafrenchday.com. Voilà, nous sommes vendredi. Je vais vous souhaiter à tous de passer un très bon week-end et je vous retrouve lundi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir. In a French day.